Voici Marc. Le mois dernier, il a généré 118 000 $ de bénéfices avec 5 sites web. Et il a fait tout cela sans aucun employé. Je suis allé chez lui à Bali pour lui demander comment il a créé ses business et son secret pour devenir Maker of the Year sur Product Hunt. C'est après avoir regardé The Social Network que Marc a eu un déclic. Et je crois que c'est le moment où The Social Network, le film sur la vie de Mark Zuckerberg, est sorti. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça, c'est moi. Et du coup, je me suis mis en tête que j'allais avoir une super idée de start-up, que c'était le plus important. Mais malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Et je passais 1 an à coder une app qui n'a jamais marché. C'est quelques années plus tard qu'il découvre enfin la solution et que tout se débloque. J'ai arrêté de réfléchir à quelle idée je vais créer, je me suis dit, je vais juste créer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir son secret pour trouver des idées de start-up à l'infini, sa stratégie en 3 étapes pour générer plus de 100 000 $ par mois de bénéfices avec un seul site, et surtout, comment je me suis retrouvé dans cette situation. Moi, c'est Florian, et voici l'histoire de Marc Louvion. Marc, merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir, mec. Dis-moi qui tu es et comment tu gagnes ta vie. Marc, j'ai 30 ans, je suis un entrepreneur pas ambitieux. Je bosse solo, je fais des petites apps qui me font marrer et je profite de la vie avec ma famille ici à Bali. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont tes différents business, parce que je sais que tu as lancé 24 projets. Est-ce que tu peux peut-être détailler un peu plus les 5 projets principaux que tu as en ce moment et me dire un peu plus globalement ce que tu fais? Ok, j'aime bien coder, j'aime bien créer des choses. Donc j'ai une chaîne YouTube où je crée des vidéos, mais je code aussi des apps. J'ai des apps qui ont parfois rien à voir l'une entre l'autre. Ma première vraie app, c'était un tracker d'habitude gamifié, où tu pouvais chaque fois que tu lisais un livre ou que tu faisais du sport, tu pouvais cocher des cases, ça te rapportait des points. Et tu pouvais grossir un petit jardin virtuel et tu pouvais le voir avec tes potes et tout. Et de ça, je me suis mis à créer des apps en rapport avec ça, des apps qui n'ont rien à voir avec ça. Maintenant, j'ai un petit software qui te permet d'avoir mon profil d'entrepreneur sur une page. J'ai fait pas mal d'apps avec de l'AI avant, un truc qui t'auto-génère un site entier à partir d'un prompt. J'ai des trucs pour payer moins de frais avec les factures sur Stripe. Et récemment, j'ai créé une code base pour développeurs, une boîte à outils pour développeurs qui te permet de lancer des sites plus vite. Ok, et ça c'est Shipfast, c'est ça? Oui. T'es solopreneur, est-ce que tu peux me dire un peu plus ce que c'est d'être solopreneur? Pour moi, ça vient de la frustration. J'ai vraiment cru que j'étais Mark Zuckerberg pendant très longtemps. Et en fait, ça a créé tout un tas de frustrations où je me rendais compte que j'avais pas envie de faire des meetings, j'avais pas vraiment envie d'avoir d'employés, j'avais pas envie d'avoir de VC non plus, j'avais pas envie de lever d'argent. Et j'étais plus accroché au lifestyle, genre j'ai mon ordinateur, je l'ouvre quand je veux, je bosse quand je veux. Au final, je passe mon temps à bosser, mais j'ai cette idée-là de me dire que c'est moi qui choisis. Et du coup, le solopreneur, c'est un espèce d'un peu mouvement, un entrepreneur pas ambitieux qui juste fait ses petits projets dans son coin et moins ambitieux, moins d'argent, mais plus de liberté. Ok, et du coup, tu fais tout ça tout seul, c'est ça? J'ai été tout seul jusqu'à il y a 2 mois. Donc c'est pas vraiment engagé, mais c'est des contrats de freelance où pour des petites missions, par exemple, comme pour éditer mes vidéos sur YouTube, j'ai une personne qui m'aide avec ça. Et j'ai aussi engagé là récemment un développeur parce qu'il y a des gens qui s'amusent à taper sur mon serveur. Donc du coup, j'ai engagé un développeur qui est plus intelligent que moi, beaucoup plus intelligent que moi pour m'aider à comprendre un peu ce qui se passe. Donc je vais plus outsourcer quelques tasks. Mais à la fin, légalement, j'ai pas d'employé dans ma boîte ou tout comme ça. Et toi, c'est quelque chose que tu aimerais garder comme ça? C'est-à-dire que tu veux toujours rester solopreneur ou tu te vois un jour embaucher des gens, faire grossir ton entreprise Ouais, c'est toujours solopreneur, ouais. Ok, donc maintenant, je vois le trophée qui est là-bas. Je sais que tu as été Maker of the Year sur Product Hunt, ce qui est le rêve de beaucoup de développeurs, surtout en sachant qui tu suivais au début et qui t'inspirait. Qui était Marc avant de se lancer? Donc, c'est-à-dire avant d'apprendre à coder ou avant de faire ton premier business en ligne peut-être, qui était Marc? À l'école, j'étais turbulent. Les profs me détestaient. À la maison, j'étais le vilain petit canard qui faisait pas ses devoirs. Et je passais mon temps dehors, à jouer dans la terre, à faire des cabanes, des trucs comme ça. Après, j'ai eu les Lego qui sont arrivés. Après, il y a eu World of Warcraft qui est arrivé. Là, ça a été un gros tour. J'ai passé beaucoup d'heures, beaucoup de journées, beaucoup de semaines même sur World of Warcraft. Je suis allé à l'université, l'université de Troyes, une école d'ingénieur à Troyes. Je l'ai fait parce que mes parents voulaient que je fasse une université et c'était un peu le truc le plus large à faire. J'étais un étudiant terrible, mais genre vraiment terrible. J'ai des notes, j'étais juste au-dessus pour passer, pour pas me faire virer. Mais moi j'en faisais, plus j'étais content, donc je passais des semaines sur World of Warcraft, j'étudiais juste avant l'examen et ça passait de justesse.
coup, je suis sorti de 6 mois, j'ai redoublé 1 an et je suis sorti de l'université après 6 mois sans avoir aucune connaissance particulière. Et il y a un petit tournant je suis parti à Hong Kong faire un stage. Okay. Et je me suis rendu compte qu'il y a une autre façon de vivre. Et ça m'a un peu chamboulé. Du coup, quand je suis rentré, je me suis dit, tiens, je veux pas être ingénieur, je veux pas être employé, je veux pas rester à Paris. Qu'est-ce que je peux faire qui est un peu différent? Et je crois que c'est le moment où The Social Network, le film sur la vie de Mark Zuckerberg est sorti. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça, c'est moi. Et du coup, je me suis mis en tête que j'allais avoir une super idée de start-up, que c'était le plus important. Et j'ai passé 1 an à coder une app qui n'a jamais marché. Ok, donc tu as lancé ton app, ça a été un échec. Tu as continué ensuite. C'est quoi ton rapport à l'échec? Parce que je sais que c'est quelque chose dont tu parles assez souvent. Ouais, grave. En fait, je vais pas forcément chercher à échouer, mais j'ai envie de tout tester. Peu importe ce que c'est, dès que j'ai une idée qui me traverse la tête, il faut que je la construise, il faut que je l'essaye. Et à chaque fois, quand je regarde à plusieurs mois après que j'ai très souvent raté, au final, j'ai soit appris quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et du coup, à chaque fois, ça me fait grandir tout doucement. Et en fait, c'est ça qui m'a rapproché vers la vie aujourd'hui où je suis super content de ce que je fais. Parce que j'ai découvert que je voulais pas être employé, j'ai découvert que je voulais pas avoir une grosse boîte, que je voulais pas employer quelqu'un, j'ai découvert que j'aimais pas ci, que j'aimais pas ça. Et du coup, je fonce et je teste tout jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui finisse par marcher, quoi. Et du coup, après ce premier échec, qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué jusqu'à ce que ça réussisse un jour. Ça a été quoi ta première réussite? Alors oui, après cette startup, j'ai vraiment passé 1 an avec cette idée ça va devenir une licorne, c'est genre une startup incroyable. J'ai eu 0 utilisateur, c'était une catastrophe. À ce moment-là, ça n'a pas du tout dans ma tête. Je quitte ma copine, je quitte mon projet, genre je ferme l'ordinateur du jour au lendemain, il n'existe même plus le projet. Et je pars en Corée, je change de pays et tout. Et j'avais un copain à moi qui était là-bas, qui montait une startup encore plus ambitieuse, avec levée d'argent, employés et tout. Et je me dis, vas-y, on essaye, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça. Je suis resté 1 an en Corée. Ça m'a encore plus dégoûté des grosses startups. Et ça a été le début des lancements des micro-projets. Mm-hmm. Et je pense que mon plus gros succès dans ma tête, c'est le jour où j'ai dit, vas-y, tout ça, ça me saoule. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, tu vois. Et du coup, j'ai pris un téléphone, j'ai appelé un business à l'opposé de la planète. Et j'aurais dit, je peux vous créer ce logiciel. Est-ce que vous payez? Et elle m'a dit, c'était une dame au téléphone et elle a dit, j'y réfléchis. 1 heure après, je reçois un mail, elle m'a dit, ok, je lui envoie le lien du paiement, elle paye. Et elle payait $99 pour mettre en place le logiciel. Et en plus, après, c'était une subscription mensuelle de $99. Okay. Et je crois que c'est mon premier dollar sur Internet. Ouais, c'est mon premier dollar sur Internet. Et genre pour moi, là, j'ai l'impression que j'ai construit un truc monstrueux alors que c'est juste un client, mais c'était trop cool. Tu as lancé 24 startups, il y en a 17 qui ont échoué, il y en a 4 qui t'ont apporté plus de $1 000 par mois et qui te rapportent toujours plus de $1 000 par mois, et une qui te rapporte plus de $100 000 par mois. Quel est ton process pour trouver autant d'idées? J'ai pas vraiment un process, c'est ma vie de tous les jours qui me donne des idées. C'est-à-dire qu'au tout début quand j'ai commencé, je pensais que trouver une bonne idée, ça voulait chercher des recoins de ma tête, de mélanger un petit peu de ci, mélanger un petit peu de ça, et j'allais tomber sur une bonne idée. C'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat et c'est comme ça que j'ai aussi fait mon premier dollar sur Internet. Mais ça m'amenait toujours à des idées qui étaient un peu soit farfelues, soit qui ne marchaient pas. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de réfléchir à quelle idée je vais créer. Je me suis dit, je vais juste créer n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. J'ai créé une app où ça référence des citations de quelqu'un que j'adore, Naval Ravikant, un américain. Et juste, tu peux voter pour ta préférée. C'est nul. Mais le fait d'avoir fait ça, tu découvres qu'en fait, tu tombes sur des problèmes. Je sais pas faire ça dans mon code, je sais pas comment marketer mon app sur Internet. Il y a un mec qui essaie d'hacker mon serveur et du coup, je sais pas comment régler mon truc de spam. Ça crée plein de petits problèmes. En plus de ça, ça crée une micro-audience parce que les gens, ils se mettent à te voir comme quelqu'un qui crée des trucs. Donc, tu commences à recevoir des retours des gens sur Internet. Et en fait, ça crée des idées qui, au final, sont qui ont plus de potentiel. Parce qu'elles viennent d'ailleurs, c'est pas des trucs juste que tu crées dans ta tête, c'est des trucs qui viennent de frustration. Et du coup, en fait, maintenant, ma to-do list, elle est genre 100 idées et je suis incapable de toutes les construire parce qu'il y en a beaucoup trop. Et du coup, c'est plus comment trouver des idées, mais c'est plus comment sélectionner les idées que j'ai en fonction de leur potentiel. Par exemple, j'essaye de focus que sur des idées où
il y a un pricing qui est évident. Ou des idées que je pourrais marketer moi-même et où je vais pas devoir faire du SEO, des trucs comme ça, tu vois. Je te pose cette question, c'est vrai que c'était hyper intéressant de regarder ta vidéo. Il me semble que c'est je fais 130 000 $ par mois avec ces 23 startups ou quelque chose comme ça, où j'ai lancé 23 startups. Ouais. Et en fait, si on suit la vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller la regarder, si on suit la vidéo, c'est vraiment, tu vois que tu lances quelque chose, tu rencontres un problème, tu lances quelque chose pour combler ce problème. Ouais. Et à un moment, on en parlera plus tard, mais c'est quoi, c'est Poop Up. Ouais. Poop Up que tu as lancé parce que tu l'avais sur ton site et du coup tu t'es dit il y a peut-être des personnes qui voudront l'avoir aussi, donc tu as lancé, donc c'est fait un enchaînement jusqu'à arriver à ShipFast, ouais, qui est un énorme succès. Et en fait ShipFast c'est un peu tous ces problèmes mis en commun, ouais, que tu as mis dans on appelle ça une boilerplate, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc justement ce projet qui a vraiment marché, qui est ShipFast aujourd'hui, ça te rapporte plus de 100 000 $ par mois, il me semble, c'est ça. Et tu as un motto qui sort de ShipFast, c'est Build, Ship, Earn. Donc on va prendre le process et essayer de le découper étape par étape. Donc comment tu build, c'est-à-dire comment tu crées déjà? Quel est ton stack? Alors du coup j'utilise JavaScript et c'est le seul langage que je connais. Tu peux créer de la partie front donc pour l'interface pour les utilisateurs et tu peux créer ton serveur aussi en JavaScript, donc ça c'est très cool. Pour la partie front, j'utilise parfois des libraries, une librairie qui est très cool qui s'appelle Daisy UI. C'est plein de petits composants que tu peux utiliser dans ton app qui sont assez jolis. Pour mon serveur, j'ai une base de données avec MongoDB. J'ai tous mes sites qui sont chez Vercel. Et j'utilise j'ai vraiment très peu de trucs, mais j'utilise des Plausible pour traquer le trafic sur mes sites web. Et c'est pratiquement tout. J'envoie des mails avec Mailgun. Je crois que c'est tout, j'ai vraiment pas grand chose. Après j'ai des trucs à part, du genre j'ai un Twitter Premium, j'ai une newsletter pour mon truc, j'ai un système d'affiliation aussi pour ShipFast que j'utilise et je crois que c'est à peu près tout. Et maintenant, deuxième étape, c'est comment tu launches, c'est-à-dire ton outil, ton produit est prêt, comment tu fais le lancement? Je sais que tu as une technique particulière, notamment avec certaines vidéos, donc quel est ton process de lancement? Le process de lancement, c'est pratiquement le plus important pour moi. Parce que la plupart des trucs que je lance, ça rate. Et donc, si je fais un bon lancement, direct après, je sais ça va marcher ou ça va pas marcher. Donc du coup, je passe toujours un peu plus de temps sur le lancement. Maintenant, c'est plus facile parce que j'ai une audience, donc je sais que je vais avoir forcément des gens qui vont regarder. Mais j'ai commencé le même process sans audience, et c'est d'ailleurs ça qui a fait que mon compte a grossi. C'est que déjà, je vais tout lancer le même jour pour créer un espèce d'engouement. Donc je vais lancer sur différentes plateformes, par exemple Reddit, Hacker News, Product Hunt et toutes ces plateformes-là. Et je vais jouer sur la partie vidéo. Je trouve que pour les programmeurs comme moi, on fait du software. Et franchement, c'est chiant le software. Les gens de la vie de tous les jours, t'as pas envie de regarder un software, t'as pas envie de voir des lignes de code. Donc du coup, j'essaie de rendre ça un peu marrant. Et c'est pas toujours marrant, mais j'essaye de faire des vidéos où je vais m'incruster avec Joe Rogan dans une vidéo. Et on va faire un podcast ensemble, qui n'existe évidemment pas. Et ça, n'importe qui peut le regarder. Et si j'ai pas trop merdé, ça peut potentiellement être marrant. Et du coup, les gens, ils regardent. Ça fait pousser le truc dans l'algorithme. Parfois, ils partagent avec des gens. Et du coup, ça crée un engouement. Et du coup, ça me permet d'avoir... je lance un truc, je sais que je vais être capable d'avoir plusieurs milliers de visiteurs sur mon site. Et ça me permet de tester si oui ou non, l'idée, elle va rester ou pas par la suite. Pour résumer ce que tu viens de dire, c'est tu mets ton produit sur différentes plateformes. Donc tu as Product Hunt, Reddit. Sur Twitter, je vais faire de la promo pour Product Hunt. Et sur Reddit et Hacker News, je vais faire de la promo pour le site. Et sur le site, j'ai un badge qui redirige vers Product Hunt. Je suis pas sûr que ça rapporte beaucoup de trafic sur Product Hunt, mais ça aide un petit peu. Ok. Et toi, ton objectif dans tout ça, c'est d'avoir Product of the Day, si possible Product of the Week et Product of the Year. Ouais. Je sais pas s'il y a Product of the Month aussi. Aussi, ouais. Et du coup, en fait, toi, ce que tu disais surtout, c'est que d'avoir cette social proof, c'est-à-dire si tu as ce logo sur ton site, ça t'aide dans la durée? Je suis vraiment très bad avec les data et tout, mais vu que la plupart des gens connaissent, en tout cas dans le milieu connaissent Product Hunt, j'imagine que d'avoir le Product of the Day, ça aide. Ça aide pour la conversion pour ton site, et ça aide aussi parce que derrière, ils ont une newsletter qui est vachement grande, où ils envoient, tous ceux qui ont été élus Product of the Day ou machin, ils sont envoyés à plein de gens. Et parmi ces gens-là, il y a plein de gens qui bossent dans les médias ou je sais pas, chez TechCrunch, chez machin. Et du coup, en fait, ils regardent ce qui se passe sur Product Hunt et s'il y a un truc qui leur passe par la tête, ils vont le repartager sur leur plateforme à eux. Et du coup, souvent, quand tu lances sur Product Hunt, si tu as un produit qui marche bien, tu
tu vas avoir donc ton premier spike de trafic. Et après, quelques jours après, tu as leur newsletter qui va renvoyer un spike. Et après, tu vas avoir plusieurs petits spikes d'autres newsletters qui vont repartager ce qu'eux ont partagé déjà. Si je dis pas de bêtises, l'année dernière, c'était Thibaut Maker, le Product of the Year, le Maker of the Year. Ouais. C'est ça. Et cette année, c'est toi. Ouais. C'est quoi la secret sauce, la sauce secrète des Français? Pourquoi il y a 2 Français 2 années à la suite qui sont Maker of the Year? Et sachant que, pour ceux qui ne connaissent pas, Producton, c'est quand même le Graal en tant qu'indie hacker et développeur de lancer un produit et d'être Maker of the Year. Ouais, c'est la French Touch. Thibaut, il m'a inspiré à fond quand j'ai commencé. Et il est ultra gentil d'ailleurs, j'ai eu de la chance, il est venu à la maison, il m'a dépanné sur un projet, je lui avais rien demandé. Il m'a dit ouais, j'aime bien ce que tu fais. Et le gars est adorable. Et tu regardes ce qu'il a fait, je crois donc il a été élu en 2023 pour l'année 2022. Il est parti d'un SaaS qui avait rien, ils sont montés jusqu'à 600K de monthly recurring revenue. Et le gars, il a ship, mais il a peut-être ship 10 tools pour Twitter, genre où il utilise de l'AI pour recréer des tweets comme si quelqu'un de connu l'avait créé. Il a créé des outils de malade et il a ship comme un fou pendant 1 an. Et je pense que le secret, il est là. Du coup, ça vend une petite histoire d'un mec qui a l'écro, machin. Ouais. Et c'est ça derrière, à mon avis, qui a fait qu'il a eu son produit. Ouais, pour expliquer pour ceux qui ne savent pas, Thibaut Maker, c'est le cofondateur de TweetHunter. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes de Twitter qui vont regarder cette vidéo, voilà, vous utilisez probablement TweetHunter. Et du coup, il l'a revendu, il me semble, pour... Je crois à peu près 10 millions, je crois. Ouais, à peu près. C'est énorme, en tout cas, ce qu'ils ont fait. Ouais. Donc voilà, bravo à Thibaut si tu regardes. Ouais, c'est Bootstrap, il n'y a pas de VC, Bootstrap à 100%, c'était lui le lead surtout et tout, enfin, c'est ouf. Je pense que ce qu'ils ont fait, c'est cool, c'est aussi que J.K. Molina était rentré dans le projet. Ouais. Et je pense que cette espèce d'influence marketing via J.K. Molina a quand même pas mal poussé derrière. Ouais. Et lui, il en parle beaucoup sur son Twitter, d'ailleurs, il dit qu'il recommande à tous les fondateurs tech de s'associer avec un gars qui a une influence, une audience, un truc comme ça. Et ils ont partagé, le gars a des shares dans la compagnie. Du coup, il est vraiment skin in the game et du coup, il a partagé à fond. Ouais, non, c'est une super idée. Moi, quand j'ai vu ça, c'est vrai que c'était je trouve une masterclass en tout cas de marketing. Parce que même moi, je ne savais même pas que c'était ces devs-là derrière. Je pensais que c'était vraiment J.K. Molina qui avait lancé le truc. C'est ouf, c'est après que j'ai vu justement que Thibaut Maker et un autre Français, du coup, le cofondateur, Tom, qui ont créé ce tool en fait. Et J.K. Molina n'était pas le créateur. Et donc, c'était vraiment bien camouflé pour quelqu'un qui ne connaissait pas la machine derrière, mais en tout cas c'était vraiment bien fait. Ah, c'est ouf, c'est marrant, on a 2 histoires différentes de la même, 2 versions différentes de la même histoire. Moi j'ai connu que Thibaut Maker, et du coup on a entendu ça, c'est rigolo, je trouve ça rigolo. Je crois que c'est à la revente où j'ai entendu, parce que où on habite à Bali, enfin moi j'habite à Canggu, et c'est un petit monde, et j'ai entendu qu'il y avait une personne, il me semble qu'il était toujours à Bali quand ça s'est revendu, et j'ai entendu que c'était un Français qui était derrière TweetHunter. Et c'est au moment de la revente que j'ai entendu que c'était Thibaut Maker, et pas avant. Et du coup, la 3e étape, donc là on a parlé de comment tu crées un produit, comment tu le lances, et maintenant comment tu le monétises. C'est quoi ta technique pour le monétiser? Est-ce que c'est des revenus récurrents? Est-ce que c'est un prix fixe? Est-ce que c'est gratuit? C'est quoi ta technique? J'essaye, avec ce que j'ai appris sur les 2 dernières années, de jamais faire du gratuit déjà, et de jamais avoir un free plan. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a très peu de gens qui basculent de free plan à paid plan. Et comme je suis solopreneur, j'ai pas un budget marketing avec des millions. Le taux de conversion est à peu près à 3% de free à paid. Donc si je veux payer mon loyer, il faut vraiment avoir un taquet d'utilisateurs pour pouvoir avoir une app qui fait des sous. Donc j'essaie vraiment de mettre ça de côté, même si ça peut marcher. Et j'essaie aussi si possible, de ne pas avoir de monthly recurring revenue, de ne pas avoir de subscription, parce que je pense que tout le monde en a marre de payer des subscriptions. Tu as Netflix, tu as Spotify, tu as machin, tu as tes serveurs. Et du coup, ça demande de la réflexion au client, à l'utilisateur, au moment de payer. Et du coup, j'essaye de jamais faire ça pour éviter justement cette friction. Et la plupart du temps, au final, tu peux, à moins que tu aies vraiment un serveur, genre tu utilises de l'AI ou des trucs comme ça, tout ce qui est bande passante et compagnie, ça coûte vraiment pas cher. Donc au final, même si c'est un paiement d'une fois à $99, il faudrait des années avant que je perde de l'argent sur ce que j'ai gagné au début.
Donc du coup, j'essaie de rester sur cette catégorie de one-time payment. C'est en m'inspirant d'histoires comme celle de Marc que je me suis lancé en 2017. Et ici, j'aimerais t'aider à mon tour. Sur cette chaîne, je vais te partager en détail mon objectif d'atteindre 100 000 euros par mois. Et pour ça, j'aime me rendre aux quatre coins du monde pour aller interviewer des profils comme Marc et essayer de détecter le secret de leur réussite. Et ensuite, te le partager ici. Alors si tu souhaites me suivre dans cette nouvelle aventure, pense à t'abonner à cette chaîne. Donc aujourd'hui, tu le disais, pour les lancements, tu utilises énormément Twitter. Je sais que depuis quelques mois, il me semble, tu t'es lancé sur YouTube, peut-être un peu plus, mais en tout cas, tu as explosé depuis quelques mois, notamment grâce à une vidéo, il me semble. Qu'est-ce que t'a apporté le personal branding? Beaucoup, vraiment beaucoup. La seule raison pour laquelle j'étais sur Twitter, à la base, c'était pour être inspiré des gars qui faisaient ça et je voulais apprendre de ce que faisaient et recopier à ma façon et m'améliorer. Après, je me suis rendu compte que quand tu as une petite audience, dès que tu fais quelque chose, tu peux facilement avoir 10, 100, 1000 visiteurs sur ton site grâce à ça. Et du coup, ça m'a permis en fait ça a matché avec ma personnalité. J'ai besoin de faire des trucs et au bout d'une semaine, il y a plein de trucs qui me saoulent. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je lance un truc. Facilement, grâce à une petite audience, je peux avoir des gens qui le testent. Si c'est bien et tout, je peux rajouter des features. Mais si les gens ils sont pas dingos du produit, je passe à autre chose. Et du coup, ça s'est imbriqué avec ma personnalité et ça a permis de continuer à avancer, à faire plein de petits projets pendant les 2 dernières années. Et maintenant, l'audience, pour moi, c'est mon marketing channel numéro 1. Et c'est ça qui fait que tous mes projets qui font de l'argent, la plupart, c'est grâce à ça. Il me semble que tu as même doublé ton revenu en passant de Twitter à YouTube, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est là où tu as dépassé les 100 000 par mois, je crois. C'est quand tu es allé sur YouTube et que tu as commencé à exploser. Ouais. Une question qui m'intéresse, c'est que moi je suis beaucoup sur Twitter, je me lance sur YouTube. Et il y a beaucoup de personnes sur Twitter qui sont en train de faire ce move, surtout en France. T'en penses quoi de la différence d'audience entre Twitter et YouTube? Alors déjà, je pense que YouTube, c'est 1000 fois plus grand. Il me semble que c'est 3 milliards d'utilisateurs, alors que Twitter, c'est 300 millions. Donc c'est sur échelle de x10. Et 2, il y a un truc que tu ne retrouves pas chez Twitter et que j'ai découvert via YouTube, c'est que le fait que les gens voient ton visage, ça crée quelque chose que tu ne pourras jamais retracer sur Twitter avec du texte. Il y a une certaine identification et du coup, en fait, je le vois via le taux de conversion sur mon site. Avant, sur Shipfast, mon site qui convertit le mieux, c'était à peu près, si je fais revenu total sur visiteur total, le taux il était à peu près à 1 $ par visiteur. Quand je suis passé sur YouTube, ça a doublé. Je suis passé à 2 $ par visiteur, ce qui est... Je suis la même personne, tu vois. Je parle de mes projets dans les deux cas, mais le fait d'avoir vu mon visage, ça crée une certaine confiance avec les gens. C'est beaucoup plus difficile de mentir avec un visage que ça l'est via du texte. Et ça, c'est juste, et je trouve que c'est juste fou, quoi. Une partie de ton acquisition, elle provient du programmatique SEO. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ce que c'est et ce que ça t'apporte au quotidien? Programmatique SEO, ça a été un peu le seul channel marketing où j'ai réussi à m'investir en tant que développeur. Je kiffe coder et créer des trucs, mais toute la partie marketing, c'est vraiment pas mon délire. Et en fait, le juste milieu, s'il est sur programmatique SEO, en fait, tu vas créer des centaines ou des milliers de pages avec pour but qu'elles soient référencées sur Google en utilisant du code. Donc en fait, tu codes quelque chose qui va faire plein de pages. Et du coup, très simplement, par exemple, mon tout premier projet en programmatique SEO, ça s'appelle bookscalculator.com. En gros, il y a plein de gens qui cherchent sur Google combien de temps il faut pour lire 300 pages, 400 pages, 500 pages. Du coup, tu crées une page qui est une espèce de squelette vide et tu vas lui donner différentes datas et tu vas dire pour chaque différente data point, créer ces pages. Et du coup, tu te retrouves à avoir 500 pages sur Google où tu as une page spécialement créée pour combien de temps ça prend de lire 300 pages, combien de temps ça prend de lire 500 pages. Et du coup, c'est kiffant en tant que développeur et ça répond à des questions des gens sur Google et ça te permet du coup d'avoir du référencement sur Google et si tu as un produit derrière qui convertit, ça marche bien. Et du coup, j'ai kiffé ça et j'ai refait 2 projets après en programmatique SEO qui aussi marchent bien. Et ouais, ça tourne, c'est lent mais c'est marrant, ça continue de grossir. Et en termes de part, on va dire, de trafic sur ces projets, c'est quoi, 100%? C'est des projets 100% en programmatique SEO et ça fait à peu près, les 3 combinés, il y a à peu près 300-350 visiteurs par jour. C'est très intéressant parce que nous, en édition de site, il y en a beaucoup qui créent du contenu, donc écrire des articles, etc. Ouais. J'ai l'impression que programmatique SEO, c'est un cheat code, justement parce que tu vas te positionner sur des milliers et des milliers de pages sans créer un seul contenu au final. T'as des gars, je sais pas à quel point c'est compliqué à faire. Je me suis fait un t-shirt avec écrit Just Ship It, juste un truc qui me faisait kiffer pour mes vidéos YouTube, tu vois, un peu de branding.
le jour où j'ai mis un tweet sur Twitter, j'ai posté la photo de mon t-shirt. Le lendemain sur Google, tu tapes sur Google Images, marque Just Ship It, et t'as genre 1000 pages d'un faux mannequin qui porte mon t-shirt. C'est vrai. Je sais pas comment les gars ont fait ça techniquement, mais je trouve ça génial quoi. Il me semble que le mois dernier, tu as réalisé 118 000 $ de profit. Ouais. C'est quoi la vie d'un Marc qui génère 118 000 $ de profit? Donc c'est quoi ta journée type? Je vis la même journée tous les jours depuis les 900 000 derniers jours. Je n'ai pas bougé. Je me réveille tous les jours entre 5h et 6h. Je me fais petit café, livre. Je lis tous les jours 30 minutes. Et ensuite, je vais faire une session de surf à la plage où on va aller après tout à l'heure. Je surfe 1 heure ou 2 heures. Je fais quelques push-ups, quelques pull-ups. Récemment, je viens d'ajouter 2 km de course à ma routine. Juste après le surf, je me fais un petit footing. Je rentre à la maison. Je prends mon petit déjeuner et après, je bosse ça va dépendre entre 9 et 10 heures jusqu'à, je sais pas, peut-être 4 heures, un truc comme ça. Et ça dépend du projet du moment, ça dépend des trucs. Des fois, c'est du Twitter, des fois, c'est du code, des fois, c'est des vidéos YouTube. Il n'y a pas vraiment c'est pas structuré. Et après, à 5 heures, je ferme l'ordinateur, je mange avec ma femme, on va marcher. Et après, le soir, parfois on se fait masser, parfois on regarde un film, parfois on fait autre chose. C'est ultra simple. Ok, top. Donc tu parlais que le matin, tu vas surfer à cette plage à côté de chez toi. Ouais. Ça te dit qu'on y aille maintenant? Allez, je suis chaud. Nous reprendrons l'interview dans quelques minutes. Mais Marc a voulu faire une pause pour m'emmener dans son spot de surf préféré à 5 minutes de chez lui. Mais j'aurais dû me méfier avant d'accepter. Car là, il est en train de waxer sa nouvelle planche. Pourquoi une nouvelle planche? Parce qu'il a cassé les 2 dernières sur le même spot de surf. C'est une vraie machine et il m'a pas menti sur sa routine. Avant de partir, il a fait sa série quotidienne de pull-up et là, il fait sa série de push-up. Et après 2 heures de surf, il est parti faire 2 km de course à pied. Le spot est magnifique. On n'était que 3 dans l'eau et c'est quelque chose de très rare à Bali. Alors bien évidemment, j'ai pris une centaine de vagues et quelques rouleaux. Mais j'ai pas voulu faire de l'ombre à Marc, donc je vais juste vous montrer celle-ci. Mais maintenant, la réponse que vous attendiez tous, vais-je survivre face à cette vague? Ok, après tout ça, j'avais besoin d'une noix de coco pour me remettre de mes émotions avant de lui poser mes dernières questions. Personnellement, je connais déjà pas mal la réponse, mais je vais te la poser. Qui ont été tes inspirations pour mettre les voiles, commencer à coder et commencer le indie hacking, ta vie de solopreneur? Les trois pionniers de le solopreneur, Peter Level, Zanny Postma et Thibaut. Après, moi je trouve qu'il y a une très belle génération en ce moment, de notre génération à nous là, qui se lance. Il y a Nico Jenen. Sur Twitter qui carbure, il est trop fort. Lui, tu lui donnes un projet, et le gars, il est capable de bosser 16 heures par jour, tous les jours. Il fait jamais de pause jusqu'à ce que le projet soit fini. T'as l'impression qu'il a compris comment ça marchait là-dedans, et il s'arrête jamais. Il est fou, il marche trop bien, et sa chaîne YouTube, elle est aussi en train de décoller, donc ça c'est top. Mec, plein de Frenchies. Anthony Riera, ça te parle? Non. Un Français aussi, il est un peu plus petit, il a créé un truc qui s'appelle Brou. Il fait des vidéos sur YouTube et c'est pareil, lui il est super bon en cinématographie et en storytelling, donc ses vidéos elles sont vraiment au point. Et c'est des gars comme toi, c'est des gars qui, leur chaîne à un moment donné, tu sens que ça va décoller. Donc lui pareil, il carbure grave. Un gars qui s'appelle Jack Fricks aussi, un mec qui a appris à coder, il part de zéro, il a appris à coder et tous les jours il s'est dit je vais coder, je vais faire une vidéo sur TikTok et un machin, et je crois qu'il a dû faire 600 vidéos sur TikTok, un truc comme ça. Et il gagne 4000 par mois. Et c'est fou, genre le gars il s'est dit juste vas-y j'y vais et il a jamais arrêté et ça marche bien pour lui.
Toi, si on reprend juste rapidement, est-ce que tu étais développeur à la base? Est-ce que tu as fait des études pour apprendre à développer? J'étais censé apprendre à coder, mais je détestais tellement l'université qu'en fait, mes examens, à la fin, je copiais sur mon voisin d'à côté. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais genre zéro, je fais pas semblant, genre j'avais zéro idée de ce que je faisais. Je prenais des bouts de code et je les posais sur le truc. Et du coup, quand je suis sorti de l'université et que j'ai eu cette idée de me faire mon app, mon machin, je me dis, ok, il faut que je crée une app mobile, mais je sais pas coder, je connais rien. Et je savais pas ce que c'était qu'HTTP, je savais pas ce que c'était qu'HTML, j'avais aucune idée de ce que c'était que JavaScript. Et du coup, je me suis appris à coder avec une librairie de composants. Où en fait, tu as accès à des boutons et un modal et un machin. Et j'essayais de faire marcher tout ça sans connaître la base du langage. Mon app, c'était une catastrophe. Et en fait, je suis parti d'avoir ces ambitions de malade. Et au final, après 2 ans, je me suis retrouvé à apprendre les bases JavaScript, à apprendre le langage vraiment de base. Et là, j'ai commencé à apprendre à coder. Et du coup, ça fait 2016, je fais n'importe quoi. 2018, je reprends à coder. Et 2021, j'apprends sérieusement à coder. Je te pose cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pattern chez les Maker of the Year et surtout sur ce monde sur Twitter. C'est que Peter Levels, il ne savait pas coder. Il a appris à coder, il me semble, sur le tas. Danny Postma, je me souviens il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il a appris à coder en 2019. Ouais. Et il a fait ça, autour de ça, il a fait sa première vente incroyable, pareil, à 7 chiffres, je crois que c'était en 2020, 2021, il me semble. Thibaut, je sais pas, toi je sais que tu n'étais pas un codeur hors pair et tu es là aujourd'hui, tu es Maker of the Year. Donc il me semble que si tu veux réussir en ligne, il faut premièrement être un bricoleur comme toi et comme les autres. Deuxièmement, habiter à Bali, parce que honnêtement, Peter Levels était à Bali pendant très longtemps, Danny Postma il est à Bali, toi tu es à Bali, Thibaut pareil, il était à Bali pendant longtemps. Et je pense que le troisième facteur, c'est être soit néerlandais, soit français. Est-ce que tu me confirmes? Je suis particulièrement d'accord avec le dernier en plus. Ouais. Quels sont les 5 piliers pour toi de ta réussite? Évidemment, d'être indépendant financièrement, d'être libre à fond, de pas avoir d'être libre, d'être attiré par mon taf, d'avoir aucune tâche où je me dis, j'ai vraiment pas envie de dire ça. J'ai oublié, j'aurais dû en parler beaucoup plus tôt, mais le fait d'avoir des gens qui kiffent ce que je fais. Genre là, en ce moment, je suis en train de bosser sur un cours et je viens du milieu du software et le software c'est froid. Tu vois, les gens, c'est un logiciel, ça s'arrête là quoi. Là, je suis en train de faire un cours. Tu crées un contact avec les gens qui est fou. J'ai un gars, il m'a envoyé, je l'ai reçu il y a 2 jours la vidéo. C'est un gars qui est en Floride. Il me dit ouais, je suis conducteur pour Uber. Je conduis 8 heures par jour pour Uber. J'aime pas ma vie, j'ai envie de la changer, j'ai envie d'apprendre à coder. Et il me dit j'ai essayé plein de trucs, j'ai pas beaucoup de temps. Et j'aimerais que tu m'apprennes à coder. Et genre, c'est con, mais ça m'a tellement touché la vidéo. Il m'envoie, c'est vraiment son visage et tout, genre il cherche un. Et ça m'a fait kiffer à fond. Et du coup, cette idée d'avoir un impact sur la vie des gens, moi, ça me fait rêver à fond. Et je crois que ça fait 4. C'est pas mal 4. Alors, si tu pouvais donner un conseil à une personne qui est en train de regarder cette vidéo, qui nous a suivis jusqu'à maintenant, et qui aimerait se lancer, qui n'a jamais codé, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil aujourd'hui? Ou qui se lance dans l'entrepreneuriat? En version courte, commence, direct. Genre, peu importe ce qui te traverse la tête, tu le crées. Que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit une app, que ce soit un blog, fais quelque chose. En version plus longue, je dirais que... En fait, je vois beaucoup de commentaires de gens qui cherchent des raccourcis. Et à la base, tu as quand même besoin d'avoir un skill, tu vois. Genre, toi, c'est peut-être ton storytelling, c'est peut-être ta compétence en SEO. Il y a quelque chose à la base que tu sais que les gens... Tu fais que tu es un peu plus au-dessus de la moyenne sur un skill. Ça peut être coder, ça peut être faire des vidéos, ce que tu veux. Apprends ça, commence là-dessus. Et après, la deuxième, c'est la partie marketing. Il n'y a pas de monde parfait où parce que tu as créé quelque chose qui est cool, bah, tout de suite, les gens vont venir, tu vois. Il faut que tu apprennes, si tu veux être solopreneur et que tu ne veux pas avoir un cofondateur ou que tu veux vraiment ton propre projet, quoi, il faut qu'à un moment donné, tu aies du trafic sur tes sites web. Et pour ça, marketing, c'est t'es un passage obligé, tu vois. C'est chiant. Enfin, pour moi, je trouve ça chiant, mais c'est un passage obligé. Et du coup, apprends à faire des stratégies marketing qui te conviennent à toi. Genre, par exemple, je déteste le SEO, mais le programmatique SEO, ça me fait kiffer. Donc, apprends à raconter ton histoire d'une manière que les gens puissent s'identifier. Et ça peut être ta stratégie marketing, tu vois. Ok, donc pour résumer, c'est lance-toi, focus-toi sur une compétence et apprends le marketing pour vendre ce que tu as. Donc ça peut être un produit, ça peut être un service ou peu importe. C'est ça? Ouais. Ok, top. Bien mieux résumé.
Bah, merci Marc de m'avoir accueilli chez toi. Merci pour le résumé. Ciao. J'espère que ce nouveau format t'aura plu et que l'histoire de Marc t'aura inspiré. N'hésite pas à me dire en commentaire qui tu aimerais que j'invite à la prochaine interview. Et si c'est pas déjà fait, tu peux retrouver mon parcours en cliquant ici ou ma formation gratuite en cliquant juste ici. Et si c'est pas encore fait, pense à t'abonner en cliquant ici.